Voilà. Donc on a une petite équipe bien motivée. Vous savez qu'aujourd'hui on est dans une dynamique de rassemblement. On a changé de nom. C'est pas uniquement pour faire comme du MPS, un ripollinage. C'est parce qu'on a vraiment une volonté aujourd'hui de passer du front, c'est-à-dire de l'opposition, de la résistance, à un mouvement de gouvernement. On est vraiment dans cette dynamique. Gilles Penel, qui nous a visité au mois de juin, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, l'a bien rappelé. On connaît le passé, on sait quels sont les échecs qui ont été les nôtres et les raisons pour lesquelles ils sont arrivés, mais voyons la bouteille à moitié pleine. Jean vous en dira un mot. Aujourd'hui, on a de très grandes raisons d'espérer une victoire, déjà aux européennes, mais aussi aux municipales. Il y a une dynamique qui s'enclenche, vous avez dû le voir. L'histoire va dans notre sens. Le temps est en train de jouer pour nous. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, le Brexit en Angleterre. En Autriche, où on a un gouvernement de coalition entre la droite et l'extrême droite, comme on l'appelle, je n'aime pas voilà, ils nous appellent comme ça, mais surtout pas. Vous avez dû voir que la Hongrie, la Pologne résistent, alors que l'Europe leur met une pression effarante. Enfin, petit à petit, tous les peuples d'Europe ont compris qu'on était rentré dans une nouvelle soft dictature, pour reprendre les termes à la mode, et les peuples sont en train de s'émanciper. Alors, le système est encore vivant, il bouge et il résiste encore. Hein, vous avez vu les persécutions, ce qui touche aujourd'hui même nos opposants comme Mélenchon, mais tant mieux, ça permettra de dessiller les yeux de nos adversaires, qui verront que voilà, il n'y a pas que l'extrême droite qui est attaquée. Mais quelque part c'est bon signe, parce que beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Ça veut dire qu'ils commencent à comprendre qu'on est un danger pour eux et qu'on va mettre fin à ce système politico-financiaro, judiciaro, médiatico, enfin voilà, tous ceux qui sont aux manettes depuis trop longtemps. Je ne veux pas vous embêter, vous connaissez la musique. En tout cas, merci de la part de tout le bureau d'être venu, ça nous fait plaisir parce que voilà, on se donne du mal, on essaie de relancer une dynamique. Il y aura des formations à la rentrée, enfin avant Noël, pour tous les adhérents, des formations pour parler de politique, pour se former à l'action politique, médiatique, etc. Parce qu'on a besoin nous aussi de savoir dans quel milieu on évolue par rapport à nos ennemis, on en parlait tout à l'heure. On relance la dynamique avec les jeunes parce qu'il faut aussi, c'est notre avenir, que la jeunesse se remobilise. Parce que c'est aussi pour eux, pour leur avenir, qu'on se bat. Et puis, vous allez voir, au cours de l'année, on va se mettre en place pas mal de choses pour se préparer aux municipales, parce que c'est aussi, après les européennes, notre prochain rendez-vous. Et on ne gagnera pas le présidentiel si au préalable, on n'a pas gagné des mairies, puis des départements, puis des régions, pour après avoir l'assise suffisante et la crédibilité suffisante pour pouvoir gagner le présidentiel, ce qui nous a peut-être manqué. Une dernière petite chose, je remercie les représentants des autres formations politiques qui sont là ce soir. Merci à Alain, merci au Vallon, merci à tous ceux qui ne sont pas chez nous mais qui partagent nos idées et qui, je l'espère, nous permettront demain de monter des alliances pour les municipales et de renverser la vapeur. Voilà. En quelques mots, alors Jean Messia, je l'aime beaucoup parce qu'il est l'incarnation de ce qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui. C'est-à-dire à assimiler les gens qui ont décidé d'aimer la France, parce que la France est belle, contrairement à ce qu'on en dit, parce que la France a une histoire extraordinaire, bien qu'elle ait des zones d'ombre comme tous les pays. C'est, je pense, le pays qui a la vocation, alors on rentre sur un terrain qui m'est cher, mais je pense que la France a une vocation dans le monde, de par son rayonnement, de par son positionnement. Il suffit de voir comment la France, par rapport aux pays anglo-saxons, a vécu sa colonisation. Quoi qu'on en dise, elle a une approche beaucoup plus humanitaire et beaucoup plus civilisatrice que l'ont fait les anglo-saxons qui n'étaient là que pour le business. C'est un exemple, mais pour dire que la France a, je pense, une vocation à rejouer dans le monde vis-à-vis des pays non alignés. Et aujourd'hui, elle ne joue plus ce rôle. Et elle n'attire plus, elle ne fait plus rêver. Or, il y a encore des gens qu'elle fait rêver parce que malgré tout, elle recèle ses richesses. Et le parcours de Jean, à ce titre, est éloquent. Jean est arrivé à 8 ans avec ses parents en France. Il est originaire d'Égypte. Il ne parlait pas un mot de français en arrivant. Son papa était diplomate, sa maman chimiste, je crois. Et Jean a bénéficié du système français scolaire. Il a fait ses preuves, il est devenu énarque, puis diplomate. Il est haut fonctionnaire aujourd'hui. Il a mis sa carrière entre parenthèses pendant les élections pour aider Marine Le Pen. Il n'a pas hésité à mouiller la chemise. La femme au fonctionnaire, je sais ce que c'est. Quand on se mouille et qu'on est fonctionnaire, on prend beaucoup de coups. Donc à ce double titre, je tiens à le remercier parce qu'il a épousé notre histoire, notre culture, et aujourd'hui je crois qu'il en est l'un des meilleurs représentants. Voilà, donc je laisse la parole. Merci. Merci Olivier. Merci à tous d'être venus m'écouter. Je suis désolé, je vais m'asseoir parce que j'ai un voyage et une journée assez fatigante. Mais bon, je me relèverai tout à l'heure de mes cendres.
Alors, je suis venu aujourd'hui vous parler de deux choses. Effectivement, les chrétiens d'Orient, bon, c'est un peu un sujet tarte à la crème qui est traité par les républicains, par l'Église, par certaines personnalités chez nous. Moi, je l'aborderai plutôt sous l'angle de l'expérience personnelle, de ce que j'ai vécu à titre personnel et dans mes fonctions, puisque j'étais diplomate français posté dans les pays du Moyen-Orient. Donc à ce titre, évidemment, j'ai comment dirais-je, expérimenté un petit peu la vie de ces communautés chrétiennes, notamment au Liban, en Irak, en Jordanie, en Syrie, et puis en Égypte, évidemment. Donc je vous donnerai un petit peu la vision que j'en ai personnellement, et surtout, je dirais, le retour d'expérience qu'on peut en avoir pour notre situation française, pour la France. Et le deuxième thème que j'aborderai évidemment un peu plus tardivement, ça sera le thème des élections européennes. Je vous dirai un petit mot sur la vie du parti, sur les échéances, sur les enjeux également, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup d'interrogations par rapport au dernier scrutin au pluriel de 2017. Je vous donnerai un peu ma vision des choses, étant assez proche de Marine et donc connaissant un petit peu, je dirais, à la fois les objectifs et puis l'environnement un peu psychologique dans lequel nous sommes actuellement. Alors, la problématique des chrétiens d'Orient est une problématique qui nous intéresse, qui intéresse la France historiquement. Vous savez que la France est la gardienne, la protectrice traditionnelle des communautés chrétiennes d'Orient. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, à la fois dans les fonctions que j'ai eues au Proche et au Moyen-Orient et également dans l'administration centrale, c'est que la France, l'État français, les élites dirigeantes françaises ont totalement oublié l'obligation historique, morale, qu'ils ont vis-à-vis des communautés chrétiennes d'Orient. Ça pose un double problème. Ça pose évidemment un problème pour les communautés chrétiennes elles-mêmes, qui se sentent abandonnées à leur sort, mais ça pose plus profondément un problème pour nous-mêmes, Français. C'est-à-dire que, en oubliant la responsabilité historique et morale de la France à l'égard des chrétiens d'Orient, la France s'est en réalité oubliée elle-même. Elle a oublié une part d'elle-même, une part de son histoire, une part de ses racines, une part de sa culture. Le système dans lequel nous vivons est un système à la fois intellectuel et politique qui est quand même extrêmement bizarre, dans la mesure où il cultive insidieusement une sorte de haine de soi. Ça ne vous a pas échappé, une haine de la France, une haine des Français, de ce que représente la France et les Français. Et vis-à-vis du christianisme d'Orient, ce prisme politique est très frappant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de règle immuable qui sert un peu de boussole de l'action extérieure de la France depuis 30 à 40 ans, c'est que plus la cause défendue nous ressemble ou a des traits de ressemblance avec ce que nous sommes, moins elle doit être défendue. Et au contraire, plus la cause est exotique, plus la cause est étrangère, plus elle n'a rien à voir avec ce que nous sommes, ni avec notre histoire, ni avec notre langue, ni avec nos racines, ni avec notre religion à l'origine, plus au contraire il faut se mobiliser pour la défendre. Et ça, je dirais, c'est l'un des symptômes caractéristiques de cette haine de soi portée en bandoulière par le système qui nous gouverne. Alors vous savez, moi c'est une problématique qui m'est importante, évidemment, parce que j'ai des racines qui plongent en Égypte, qui sont anciennes. Et je vais commencer par vous raconter une expérience personnelle que j'ai vécue enfant et qui m'a beaucoup traumatisé, il faut le dire.
quand j'avais 3-4 ans, j'habitais un immeuble au Caire, et nous avions des voisins en face de nous qui étaient musulmans. Très bons amis, grande complicité à la fois entre mes parents et les gens, enfin les voisins, qui avaient d'ailleurs un garçon qui avait mon âge et avec lequel nous jouions, mon frère et moi, et donc il y avait une complicité familiale très forte, un peu comme dans les pays d'Orient de cette époque-là. En 1974, mon père obtient une mission à Bogota, en Colombie. Donc nous partons entre 73-74 et 1977, date à laquelle nous revenons en Égypte. Et donc moi, gamin, je me faisais une joie de revenir en Égypte parce que j'allais retrouver mon ami d'enfance avec lequel nous jouions au vélo, au foot, dans la cour de l'immeuble. Et donc on arrive, premier jour, on s'installe dans l'appartement, on reçoit les déménagements, les cartons, puis on voyait la porte désespérément fermée en face de notre appartement. Puis au bout d'un moment, mes parents se décident à aller taper à la porte. Et donc, mon père frappe à la porte, et là, la porte s'ouvre, et je vois, j'étais derrière lui, je vois une femme en niqab. Et mon père, spontanément, lui dit, est-ce que je pourrais parler à monsieur et madame un tel? Mon père avait cru qu'ils allaient déménager. Et en fait, c'était la même personne. Cette même personne qui, 3 ou 4 années auparavant, passait des soirées avec mes parents, bien arrosées, whisky, cigarettes, était devenue une femme en niqab. Et lorsque mon père lui a tendu la main, elle a refusé de lui serrer. Et l'enfant de cette famille, on lui a interdit de jouer avec nous, parce que nous étions chrétiens. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai vécu une fois, mais qu'on n'a vraiment pas envie de revivre une deuxième fois. Non pas que l'islam soit en cause particulièrement, parce que, évidemment, j'ai des amis musulmans, et je suis en contact, parce que depuis que j'ai les responsabilités que j'ai au Rassemblement national, j'ai évidemment des contacts de très haut niveau avec les médias arabes, et également avec un certain nombre de responsables arabes, qui d'ailleurs, soit dit en passant, nous sont très proches. L'Égypte du maréchal Al-Sisi nous est très proche et s'intéresse beaucoup à ce que nous faisons. Les Émirats arabes unis, même chose. Et pourtant, ce sont des pays musulmans. Mais ce sont des pays musulmans qui n'entretiennent pas nécessairement une très bonne relation avec les islamistes. Il n'est que de voir comment l'Égypte de Sisi a traité les frères musulmans, ce qu'on lui reproche d'ailleurs bien assez aujourd'hui. Donc si vous voulez, le problème, il est vraiment dans l'intégrisme musulman. Parce que, alors vous allez me dire, oui, mais dans l'islamisme ne sort pas de nulle part. Il puise quand même ses sources dans le Coran. Les combattants de Daesh n'ont pas pour livre un autre livre que le Coran. Et ils puisent leurs références dans les premiers siècles de l'islam, notamment dans leurs relations vis-à-vis des autres communautés qui ne sont pas musulmanes, chrétiens d'Orient, chrétiens d'Irak, en l'occurrence, et de Syrie, en première instance. Certes, mais toute civilisation a le droit d'évoluer. Et aujourd'hui, vous avez des pays musulmans, en tout cas dans les élites dirigeantes de ces pays, qui considèrent que l'islamisme est une lecture rétrograde de l'islam. Et donc, par exemple, le maréchal Al-Sisi, quand il est devenu président d'Égypte, a été le premier président historique de l'Égypte depuis des siècles, lors de la fête de Noël, à venir saluer la communauté copte, qui sont les chrétiens d'Égypte, dans la cathédrale où officiait
le pape copte orthodoxe. Il est rentré dans l'Église, ce qui évidemment a donné des cheveux blancs à tout un tas d'intégristes des quartiers populaires, mais il a eu ce courage-là. Et donc, si vous voulez, le christianisme d'Orient, il est menacé pas tellement, je dirais, par les instances dirigeantes, qui sont, elles, convaincues que quelque part, comme toute minorité, une minorité est créatrice. Et je pense qu'aujourd'hui, des pays comme l'Égypte, comme la Syrie, comme l'Irak, se rendent compte à quel point ce fut une erreur d'avoir chassé, par exemple, les communautés juives de ces pays dans les années 50. Ces pays ont été paupérisés parce que, effectivement, les communautés juives étaient des communautés extrêmement actives, extrêmement dynamiques sur le plan économique. Et vous avez des pans entiers de l'activité qui s'est effondré suite au départ de ces communautés. Et donc, en fait, les communautés chrétiennes d'Orient, notamment en Égypte, encore plus au Liban, en Jordanie, un peu moins en Turquie, mais eh bien, les dirigeants sont persuadés que ces communautés doivent rester. Doivent rester parce que c'est leur terre. Mais c'est vrai que la rue, elle, n'est pas nécessairement aussi favorable à la présence des chrétiens d'Orient, et effectivement, dans plusieurs quartiers, notamment des quartiers du Caire, la présence de chrétiens, d'églises, de moines, de prêtres, est vécue comme une provocation. Et je dirais que la lente émigration des chrétiens d'Orient, puisque vous savez par exemple qu'en Égypte, qui constitue encore la plus grande communauté chrétienne d'Orient en quantité, puisqu'il y a à peu près entre 10 et 15 millions de chrétiens, ce qui représente entre 10 et 15% de la population égyptienne, qui est aujourd'hui de 100 millions de personnes, il y a beaucoup de Coptes à l'étranger. Il y a 1 million de Coptes aux États-Unis. Il y en a 200 à 300 000 en Australie. Assez peu en France, mais l'essentiel. Beaucoup en Angleterre, au Canada également, où il y a pratiquement un demi-million de personnes, donc il y a des diasporas chrétiennes. Les Maronites, évidemment, qui représentaient plus de 60% de la population il y a encore une quarantaine d'années, aujourd'hui se battent pour représenter un tiers de la population. Parce que, évidemment, vous avez peut-être 10 millions de chrétiens libanais qui vivent à l'extérieur du Liban. Mais ce que je dois vous dire, c'est que malgré cette émigration, alors on dit oui, le Moyen-Orient se dépeuple de ces communautés. L'Irak, la communauté syriaque d'Irak, la communauté arménienne qui vivait en Turquie, qui a évidemment laissé pas mal de communautés, enfin, qui aujourd'hui nourrit pas mal de communautés en Égypte, au Liban, etc. Toutes ces communautés qui ont immigré en dehors de leur pays d'origine gardent des liens très forts avec leur pays d'origine. C'est-à-dire un chrétien libanais, quand il vit aux États-Unis, quand il vit en Australie, quand il vit au Canada, quand il vit en France ou en Angleterre, dès qu'il le peut, il retourne dans son pays. Il y a même parfois acheté un logement. Et donc la population du Liban, par exemple, en été, double quasiment, parce que vous avez toute la communauté chrétienne qui revient. Et je dirais que dans la philosophie du christianisme d'Orient, les chrétiens d'Orient, évidemment, en tant que minorité, ils ne sont pas, encore une fois, persécutés de manière officielle, mais quand même, l'environnement musulman dans lequel ils vivent fait d'eux des dhimmi. Il fait d'eux des citoyens de seconde zone, quand bien même cette tendance peut être combattue dans un certain nombre de pays par les élites dirigeantes. Les faits sont là. En Égypte, en Syrie, en Irak, en Jordanie, un chrétien ne peut pas faire partie des services secrets. Parce qu'on imagine qu'en tant que chrétien, il a des connexions avec l'Occident. Il y a très peu de généraux, très peu d'ambassadeurs. C'est un fait. Et c'est pas tant parce que, je dirais, les élites dirigeantes le refusent, c'est parce que, eh bien, ils ont une réalité politique sur le terrain avec laquelle il faut qu'ils composent.
J'avais posté récemment, il y a quelques mois, sur Facebook, cette interview absolument hallucinante du représentant de la communauté égyptienne en France, qui se trouve être un musulman. Bon, c'est une interview qui date, je crois, de 2012, enfin en tout cas, Sisi n'était pas encore au pouvoir. Et ce représentant-là s'était permis de dire qu'il ne comprenait pas comment le ministère de l'économie et des finances égyptien avait pu être confié à Youssef Boutros-Ghali, qui est le cousin de Boutros Boutros-Ghali, ex-secrétaire général de l'ONU, sachant qu'en islam, le gardien du trésor, au sens de trésor public, doit nécessairement être un musulman. Et évidemment, il a été repris par le présentateur de la télévision égyptienne avec lequel il était en conférence depuis Paris, en lui disant « Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Chez nous, en Égypte, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire un truc pareil parce que ça tombe sous le sens de la loi. Et vous qui vivez à Paris, au pays de la liberté, au pays des droits de l'homme, mais à quelle espèce de sauce vous êtes biberonné pour tenir un discours aussi intolérant? Qu'est-ce que ça dit sur nous? Ça dit qu'ici, nous couvons non pas l'islam des élites dirigeantes égyptiennes, ou irakiennes, ou libanaises, ou turques. Nous couvons l'islamisme. Nous ne couvons pas une vision de l'islam de Sisi ou de l'élite irakienne. Nous couvons l'islamisme. C'est-à-dire qu'en gros, moi, les musulmans que je vois ici en France sont beaucoup plus radicaux que les musulmans que je vois dans les pays arabes. Et quand je rencontre des médias arabes, que ce soit des Jordaniens, des Syriens, et même des Turcs et des Égyptiens, ils me disent « Mais comment vous pouvez confier le monopole de la représentation de l'islam de France aux frères musulmans ?» Parce que c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est que ceux qui représentent l'islam de France, ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des islamistes. Et donc l'islam que vous voyez qui a pignon sur rue en France, ce n'est pas l'islam actuel des autorités égyptiennes ou des autorités émiriennes ou des autorités irakiennes. C'est l'islam des bas-fonds kérotes, des bas-fonds baghdadis, des bas-fonds d'Aman. Et donc, en fait, le paradoxe qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, cet islam de France, qui est en fait un islamisme de France, le réflexe que j'ai, c'est que je me retrouve, moi, citoyen français de confession copte, exactement dans la même situation que l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Je me retrouve face à un islam en niqab. C'est ça qui me fait peur. On n'a pas peur de l'islam en tant que tel. L'islam débarrassé de ces scories intégristes, l'islam qui reste une religion à l'intérieur des foyers. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas la philosophie. Certes, c'est pas la philosophie de l'islam. Mais qu'est-ce que nous, autorités françaises, avons imposé à l'islam pour qu'il reste à l'intérieur des foyers et qu'il n'envahisse pas nos rues, qu'il n'envahisse pas par ses revendications nos plages, etc. Rien. Rien. C'est l'histoire du cran d'arrêt. Tant qu'il n'y a que du beurre devant lui et que ça rentre comme dans du beurre, pourquoi s'arrêter? C'est pas eux qui vont s'auto-limiter, bien sûr. Hein. Mais ils ne s'auto-limitent nulle part. Ni en Égypte, ni en Irak, ni en Jordanie, ni en Syrie. Partout, ce sont les États, et ce sont même des États musulmans, qui imposent aux islamistes de rester couchés. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont se propager. Et ce qui s'est passé pour les communautés chrétiennes d'Orient qui soit ferment leur gueule, soit émigrent, se passera demain chez nous. Et donc,
Et ça a effectivement commencé dans certains quartiers, et c'est pas un scoop, il fait pas bon être chrétien, juif, homosexuel, etc., etc. Donc si vous voulez, la problématique des chrétiens d'Orient est très importante, non pas, enfin, elle est importante sur le plan académique, bien sûr, on pourrait faire une conférence sur les différences entre les différentes églises, etc. Mais ce qui compte pour nous, au Rassemblement national, c'est de bien comprendre que quelque part, en oubliant les chrétiens d'Orient à leur sort, c'est le reflet de notre propre oubli de nous-mêmes, de ce que nous sommes et de nos racines, ce qui pour nous constitue quelque chose de très important parce que nous sommes un mouvement identitaire, donc attaché à nos racines. Et deuxièmement, c'est la préfiguration de ce que peut donner un islam majoritaire, conquérant, vindicatif, sur des communautés devenues minoritaires ou dans des zones où nos propres concitoyens sont devenus minoritaires. Il est là le danger. Et donc, la problématique du christianisme d'Orient, c'est un peu la loupe, c'est une loupe devant nous qui donne, qui explicite, qui rend évidente un certain nombre de choses que précisément nous cherchons à combattre, nous, au Rassemblement national. Et alors, le problème, si vous voulez, c'est que nous sommes confrontés à des élites françaises qui, au fond, n'ont pas compris ce qu'était l'islam total. Quand vous entendez un Juppé vous dire que l'islam, c'est le Coran dans son ensemble, dans son intégralité, l'histoire musulmane dans son ensemble, c'est tout ça, c'est l'amour et la paix, et que là, dans la question d'après, on lui dit, mais est-ce que vous avez lu le Coran, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire des différents califes, des différentes périodes, etc., qui vous répond non, là, vous avez dit, mais d'où tu parles alors? Quand on ne doit pas parler, qu'on ne sait pas, on ne parle pas. Parce que la vérité, c'est que, en fait, nos élites, c'est un peu d'ailleurs ce que faisaient naguère les chrétiens d'Orient pour essayer, je dirais, de cohabiter avec un islam aux périodes où l'islam était plus intégriste qu'aujourd'hui. Au fond, on cherche en quelque sorte à christianiser l'islam. C'est-à-dire, en gros, on projette sur l'islam un peu ce qu'est le catholicisme. On projette sur Mahomet un peu ce qu'est Jésus, pour ceux d'entre vous qui ont eu une éducation religieuse. Et donc, on cherche à comprendre finalement le fait religieux islamique exactement de la même façon que, à travers les siècles, ont compris le fait religieux chrétien. En gros, ils s'imaginent qu'avec une loi de 1905, finalement, ils arriveront, je dirais, à mater l'islam un peu comme ils ont maté le christianisme, le catholicisme. Or, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que je pense que, ça ne vous a pas échappé, l'islam n'est pas qu'une religion. Dans l'islam, il y a effectivement une verticalité, c'est-à-dire une spiritualité, une recherche d'absolu. Ça, c'est le volet religieux, qui effectivement peut être, je dirais, pratiqué dans la sphère privée, dans le secret de sa chambre. Mais il y a une horizontalité, c'est-à-dire que dans le Coran, c'est à la fois un code civil, un code politique, un code familial. Et de ce point de vue-là, l'islam ressemble beaucoup plus au judaïsme qu'au christianisme. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai eu la chance, dans les fonctions qui étaient les miennes au Proche-Orient, de couvrir Israël. En Israël, il y a ce qu'on appelle les juifs orthodoxes, qui représentent entre 10 et 12% de la population israélienne, qu'on appelle les Haradim. Ces Haradim sont en réalité des gens qui pratiquent le judaïsme intégral, c'est-à-dire qui pratiquent toutes les règles du judaïsme. Il y en a, je crois, à peu près 700. Et en réalité, les gens qui pratiquent le judaïsme intégral, ils ne peuvent pas faire autre chose.
Parce que leur journée, leur semaine, leur mois est rythmé par tout un tas de rites qui rend incompatible la pratique religieuse avec une autre activité, notamment une activité professionnelle économique. Et donc l'État israélien verse des allocations à cette minorité pour pratiquer la religion. L'islam dit on ne va pas faire 700 règles, on va en faire que 5. Donc les 5 prières par jour, le ramadan, la zakat, etc. Mais fondamentalement, l'islam reste quand même un code de vie. Ça règle votre vie, vos habitudes alimentaires, vos habitudes vestimentaires, ce que vous mangez, la façon dont il faut vous marier, etc., etc. Ce qui d'ailleurs a provoqué très tôt la marginalisation des chrétiens d'Orient. Parce que ces communautés chrétiennes d'Orient, qui ne sont pas intégrées au corpus, au corps social musulman, se trouvent de facto écartées des sociétés dans lesquelles ces communautés vivaient. Et donc ils sont traités comme des citoyens secondaires parce qu'ils ne font pas partie de l'Ummah, c'est-à-dire de la communauté des croyants qui vit exactement de la même façon, avec les mêmes règles, qui sont régies par le même droit et par la même règle de droit. Et donc on considère qu'ils n'ont pas la chance d'eux. Et donc ils sont à la périphérie de la vie publique, politique, sociale, économique, etc. C'est comme ça, par exemple, qu'à partir de 1952, et la révolution qui a amené Nasser au pouvoir, quelque chose qu'on ne dit pas, Nasser était laïque, certes, mais il était quand même profondément musulman. Et donc il y a eu un lent mouvement d'éloignement des chrétiens de la vie publique égyptienne qui a commencé en 52. Avant 52, du temps de la monarchie, il y a déjà eu des premiers ministres chrétiens. Il y avait des ministres chrétiens. Il y avait des généraux chrétiens. Ils étaient pleinement intégrés à la vie. Et d'ailleurs, la communauté chrétienne d'Égypte a pris une part très importante dans l'émancipation de l'Égypte par rapport à l'Angleterre. Et c'est pour ça qu'elle a été rémunérée en retour par tout un tas de postes dans l'administration, dans l'armée, dans la police, etc. À mesure que l'islam a commencé à revenir au centre de la société égyptienne, d'abord sous Nasser et surtout sous Sadat, là les chrétiens ont commencé à morfler. Et ils ont commencé à être éloignés progressivement de la vie politique, de la vie administrative, à telle enseigne que, aujourd'hui, la plupart des chrétiens égyptiens sont des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ils sont des médecins, enfin les professions libérales, médecins, pharmaciens, chefs d'entreprise, petits commerçants, bijoutiers, parce que précisément, comme, je dirais, la chose publique leur a été fermée, ben, ils se sont diversifiés dans des domaines où ils pouvaient être à leur compte en quelque sorte. Et ce qu'il est important de voir, c'est à quel point toujours ce prisme, je dirais, avec lequel les élites françaises regardent cette réalité, c'est qu'à chaque fois que la colonisation française va être évoquée, elle le sera toujours de manière négative. Tout ce que la France a pu faire à l'extérieur de ses frontières est toujours monstrueux, est toujours criminel, est toujours abominable. D'accord ? Et à contrario, lorsqu'on va parler de l'expansion de l'islam au Moyen-Orient jusqu'en Andalousie, on va prendre les meilleurs exemples de cohabitation, on va prendre les versions les plus édulcorées pour vous expliquer que, grosso modo, l'expansion de l'islam a été une formidable conquête. Des peuples qui, jusqu'à présent, étaient totalement, comment dirais-je, discriminés, massacrés, etc., grâce à l'islam, ont connu une émancipation, etc. Regardez ce qu'on écrit sur l'Andalousie, et qui, depuis, a été évidemment démontré comme étant quelque chose de très, très exagéré.
On a aussi parlé de la conquête, de la Reconquista espagnole, en disant oui, mais les Juifs, oui, ensuite ils se sont réfugiés de l'autre côté de la Méditerranée, où ils avaient beaucoup plus de chances d'être bien accueillis, etc. Alors qu'il y ait eu des épisodes de ce style, personne ne le conteste. Mais globalement, quand même, l'islam ne reconnaît pas la liberté religieuse. Pour la bonne et simple raison que quelqu'un qui quitte l'islam, jusqu'à aujourd'hui, est passible de mort. C'est considéré comme de la haute trahison, parce que l'islam est une religion, je disais, c'est aussi une règle politique, c'est un pays, l'islam. C'est une nation. L'Oumma, quiconque quitte la nation pour embrasser une autre religion, c'est comme s'il embrassait la cause d'une autre nation. Et donc il devient un traître. Et donc du coup, ces communautés chrétiennes qui ne sont pas musulmanes, eh bien, sont considérées quelque part comme étant une sorte de cinquième colonne, comme étant une sorte de traître en puissance à la nation politique. D'où le fait qu'ils ne peuvent pas être dans l'armée, dans les services secrets, etc. Et ce qui est quand même invraisemblable, c'est qu'au moment où Daesh a conquis un certain nombre de territoires, et où il a commencé à persécuter les chrétiens d'Orient, enfin les Yazidis, toutes les communautés qui ne sont pas musulmanes, la presse française, les médias français n'ont parlé que de la persécution des Yazidis, des femmes Yazidis. La réalité, c'est que les chrétiens d'Orient étaient logés à la même enseigne, peut-être même pire. Mais pas un mot. Pourquoi? Ben non, ils nous ressemblent trop. Vous vous rendez compte? Si on se met à pleurer sur les chrétiens d'Orient, quelque part, c'est que on pleure un peu sur nous-mêmes. Or, on ne peut pas pleurer sur nous-mêmes puisqu'on se déteste. Vous voyez? Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, hein, parce que c'est pas un monologue non plus. Et donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est de voir les trajectoires de l'immigration des chrétiens d'Orient, notamment en France, de manière générale, et les trajectoires de l'immigration musulmane. Alors moi, on me reproche souvent, d'ailleurs c'est ça qui est incroyable, c'est que très souvent quand j'ai des rencontres avec un certain nombre de journalistes en bilatéral, on me dit oui mais entre nous, vous n'êtes pas un vrai immigré. Je fais ah bon? Pourquoi donc? On dit bah, on appelle les gens chrétiens. Et je dis alors attendez, mais donc c'est quoi? Enfin, je me considère même comme plus immigré que d'autres, parce que les gens qu'on taxe d'être des immigrés sont en réalité parfois des Français de la deuxième ou la troisième génération, au moins de manière administrative. Moi je suis né égyptien, je suis arrivé en France, je n'étais pas français évidemment, et j'ai attendu d'avoir 20 ans pour faire une demande de naturalisation séparée. Donc moi je suis français depuis l'âge de 20 ans seulement. Donc je suis un véritable immigré. Je n'ai pas eu la chance d'être en France, mes parents n'étaient pas déjà installés là. Quand je suis né, je ne parlais pas français. C'est une langue que j'ai apprise relativement sur le tard. Et donc, je veux dire, il n'y a pas plus immigré que moi. Ah oui, vous n'êtes pas musulman. Donc en gros, vous n'êtes pas un vrai. Voilà ce qu'on me dit. Mais j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire. C'est que c'est vrai que quand vous avez une culture chrétienne, quand vous êtes d'extraction chrétienne, l'assimilation est quand même beaucoup plus simple, parce que vous vous appropriez de manière beaucoup plus naturelle tout l'héritage gréco-judéo-chrétien de la France. Ça ne vous pose pas problème de parcourir des rues avec des églises, des crucifix partout, etc. C'est quelque chose, voilà, vous êtes dedans, quoi. Alors, même si ça n'a pas beaucoup d'importance, je dirais, dans la vie politique, sociale, économique d'aujourd'hui, c'est quand même dans nos gènes. Je veux dire, c'est ce que je répondais récemment sur un plateau télé à une femme qui me disait que la France n'avait pas de racines chrétiennes. J'ai dit, écoutez, mais je suis désolé, mais quand on descend dans la rue, si on voyait des pagodes, ça se saurait. Quand on parcourt les rues françaises, les villes et les villages français, c'est quand même majoritairement des églises et des crucifix qu'on voit.
Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même, on a des racines chrétiennes qui sont architecturalement et culturellement ancrées, visibles, connues. Et, oui, allez-y. J'apporte un petit peu d'eau à votre moulin en disant qu'il y a quand même une grande proportion des communes de France dont le nom commence par ça. Exactement. Les stations de métro, c'est pareil. Je veux dire, Fille du Calvaire, Saint-Sulpice, c'est quand même des références lourdes, comme dirait l'autre. C'est pas anodin. Quoi qu'il en soit, et c'est pas parce que je suis moi-même chrétien d'Orient que je le dis, mais quitte à avoir une immigration choisie, l'immigration des chrétiens d'Orient en France est une priorité pour eux et pour nous. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas encourager le maintien de ces communautés sur place? Bien entendu qu'il faut les encourager, parce que ça laisse des traces anciennes. Enfin, ils sont quand même les héritiers de civilisations pré-islamiques. Moi, je me souviens en 2012, début 2012, quand Morsi, le président islamiste, était au pouvoir, il y a eu des... Alors, je ne sais pas si ça avait été organisé ou quoi, mais il y a eu de grandes manifestations devant la cathédrale copte du Caire, qui a été attaquée à coups de pierre. C'était la première fois dans l'histoire de l'Égypte que ça arrivait, et les vitraux de la cathédrale avaient été brisés, et menaçaient même de saccager la cathédrale. Et le président, à l'époque, Morsi, n'a rien trouvé de mieux à dire que de déclarer, je cite, que personne ne touche à nos compatriotes chrétiens, ce sont des invités chez nous. Des invités qui ont juste 6000 ans. Et en réalité, s'il y a des invités, c'est plutôt... Enfin bref. Vous voyez? Donc, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a une lente émigration de ces communautés chrétiennes. Vous savez, prenons l'exemple de l'Irak. En 1990, les chrétiens, la communauté chrétienne d'Irak, les Syriaques, représentaient 20% de la population irakienne. Aujourd'hui, ils sont moins de 2%. Dans les territoires palestiniens, j'ai visité à plusieurs reprises la Cisjordanie, dans des villes comme Bethléem, il y avait encore 30% de chrétiens en 1990, moins de 5% aujourd'hui. Sans compter que dans la bande de Gaza, ils ont été totalement chassés par le Hamas. Vous vous rendez compte qu'en pleine guerre du Hamas contre Israël, en 2006, les combattants du Hamas avaient réservé des unités spéciales qui parcouraient les écoles et les lieux publics pour s'assurer que les femmes portaient bien le voile. Donc ça avait priorité sur les combats avec ce qu'ils considèrent être leur ennemi, c'est-à-dire les Israéliens. Je vous l'ai dit, une émigration également des Coptes d'Égypte qui est plus lente parce que sans doute que beaucoup plus nombreuses se sentent davantage protégées. L'émigration des chrétiens maronites, je vous en ai parlé, des chrétiens jordaniens, la même chose. Évidemment, l'environnement politico-économico-social dans lequel ces chrétiens, ces communautés chrétiennes évoluent est de plus en plus dur. Et donc, c'est se soumettre ou se démettre. Et comme ces communautés chrétiennes ont gardé quand même une certaine fierté, elles ne se soumettent pas, elles ne se sont pas déjà soumises pendant tous ces siècles, c'est pas pour se soumettre maintenant. Et donc elles partent. Et effectivement, si la France, telle que nous la pensons, si l'idée que nous avons de la France revient un jour au pouvoir en France, il y a deux choses à faire. Recouvrer le rôle historique de la France comme protectrice de ces chrétiens d'Orient, de ces communautés chrétiennes d'Orient, avec un dialogue bienveillant, avec un dialogue fructueux avec les autorités, parce que la France a toujours été un pays très d'union. Il ne s'agit pas de favoriser une communauté sur une autre, mais il s'agit d'avoir quand même un dialogue équilibré. Or aujourd'hui,
nous avons une sorte de syndrome du 22e de cavalerie. C'est-à-dire pour montrer justement que la France n'est plus la protectrice des chrétiens d'Orient. Eh bien, on va beaucoup plus favoriser un certain nombre de communautés, notamment dans les visas, etc., pour pouvoir dire, vous voyez, nous, les chrétiens, voilà. Et donc, je pense qu'il faut revenir à un équilibre, parce que nous avons cette vocation, parce que nous avons ce rôle. Et la deuxième chose, évidemment, quand on ne peut pas faire autrement que de les maintenir, que de les fixer dans leur pays d'origine, c'est de les accueillir. Moi, j'ai un exemple en tête très fort. Dans les années 80 et 90, une ville comme Sarcelles était un coupe-gorge. C'était connu, enfin, on parlait de Sarcelles comme on pourrait parler aujourd'hui, je dirais, de certaines villes de Seine-Saint-Denis, quoi. Ou de Trappes, ou d'Aubervilliers. Aujourd'hui, Sarcelles est une petite ville cossue. Et vous savez pourquoi? Ben parce que vous avez eu un surge de toute une communauté chrétienne, notamment en provenance d'Irak et de Syrie, qui s'est installée à Sarcelles. Et donc il y a eu une espèce de débordement de chrétiens d'Orient dans une zone qui était naguère majoritairement musulmane, et donc ça a complètement pacifié les choses. Et donc j'avais un ami, que je ne citerai pas, mais qui a écrit plusieurs livres et qui me disait, tu sais, la meilleure façon dans l'absolu de régler la problématique de ces cités islamisées et de leur insécurité, c'est de faire rentrer d'un coup 15 millions de chrétiens d'Orient dans ces cités. Et au bout de quelques mois, on n'entendrait plus parler ni de barbus, ni de burkini, etc. Trop contents d'être majoritaires, ils rendraient la monnaie d'une pièce qu'ils ont trop longtemps subie. Alors bon, ça n'engage que lui. Moi, je crois qu'on a d'autres moyens de régler le problème des cités que par ce biais-là, parce que qu'on le veuille ou non, ça reste quand même une immigration additionnelle qu'on n'a pas nécessairement les moyens d'accueillir. Mais c'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est que les communautés chrétiennes d'Orient, elles disparaissent progressivement, d'abord par l'émigration, bien sûr, mais aussi, je ne l'ai pas cité, par la démographie. C'est qu'en fait, le taux de natalité d'un chrétien d'Orient, d'une famille chrétienne d'Orient, est peu ou prou le taux de natalité occidental. Ils ont 1, 2, très rarement 3 enfants par femme. Là où la majorité musulmane, c'est plutôt, dans des pays comme l'Égypte par exemple, c'est 4, 5, 6, 7, voire au-delà dans les campagnes. Et donc, oui, c'est ça. Et donc, si vous voulez, la disparition de ces communautés chrétiennes, elle se fait selon deux choses. Elle se fait selon deux tendances. L'émigration et l'érosion démographique. Vous voyez ? Et évidemment, ce qui encourage aussi l'émigration, je l'ai dit, c'est, je dirais, l'islamisme rampant, parce qu'il ne faut pas croire que, par exemple, dans des pays comme l'Égypte ou le Liban, voire d'ailleurs la Syrie, hein, il ne faut pas croire que, parce que vous avez des autorités très fermes vis-à-vis de l'islamisme, encore une fois, que sur le terrain, ça se passe bien. Parce qu'on ne peut pas changer un peuple. Les élites dirigeantes ont beau dire, ont beau essayer effectivement de rendre l'islam beaucoup plus tolérant, d'interdire un certain nombre de pratiques, etc. Vous ne changez pas le peuple sur le terrain. Or, le vivre ensemble sur le terrain, entre chrétiens et musulmans dans des zones de plus en plus vastes, devient intenable. Et je peux vous raconter d'ici à demain matin des histoires de conversions forcées, etc., qui rendent la vie impossible, de bijoutiers massacrés parce que chrétiens, de permis de construire d'églises qui ne sont pas accordés, et que comme par hasard le lendemain on accorde des permis de construire à une mosquée qui est juste à côté, etc., etc. Des exemples et des brimades comme ça, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc au bout d'un moment, si vous voulez, l'idée aussi c'est ça, c'est de les faire partir, pour uniformiser, pour unifier. Le fanatisme croissant de ces populations dans ces pays, il n'est pas tout seul, j'imagine.
il y a une propagande quelque part qui est faite par peut-être des universités. Bon, là, mais il y a des moyens, il y a des gens derrière ça qui aiment plus. Oui, bien sûr. Ben, il y a des associations, si vous voulez, cet islam rigoureux, je vais peut-être insister là-dessus parce que ça c'est quelque chose d'assez peu connu finalement et qui pour la France évidemment est très important. On dit l'islam rigoriste qui est propagé à travers les pays orientaux, ça vient d'Arabie Saoudite. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, tout a démarré dans les années 50, quand Gamal Abdel Nasser a pris le pouvoir en Égypte en 52. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Nasser a pris le pouvoir en s'aidant, en s'alliant avec les frères musulmans, qui étaient très puissants à l'époque, puisque leur guide Hassan el-Banna, d'accord, qui a fondé la confrérie en 27, avait progressivement eu pignon sur rue dans les quartiers populaires et avait supplanté l'État par tout un tas d'œuvres caritatives, etc. Donc Nasser s'est allié avec les frères musulmans pour renverser la monarchie et bouter les Anglais hors de l'Égypte. Sauf que, une fois parvenu à ses fins, il a retourné ses armes contre les frères musulmans en les accusant des pires félonies. Et donc il les a embastillés, il les a torturés, etc., etc. Le problème, c'est qu'ils étaient quand même assez nombreux. Et donc il s'est dit, on va les exporter. Alors ça tombait bien, puisque à l'ouest, vous aviez tous les pays du Maghreb qui, à partir de la fin des années 50 et jusqu'au milieu des années 60, recouvraient les uns après les autres leur indépendance. Et les premières mesures que ces pays prenaient en tant que pays indépendants, c'était l'arabisation. Ils avaient besoin de retrouver leurs racines musulmanes, arabes, etc. Ça tombait bien, puisque nul mieux que les frères musulmans ne connaissent le Coran, et nul mieux que les frères musulmans ne connaissent donc la langue arabe. Et donc Nasser a exporté des frères musulmans en Algérie, beaucoup en Algérie, parce que c'était un grand pote de Boumedienne, dans une moindre mesure au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Et en Maroc, et en Tunisie. Et donc, dans les années 60, les professeurs des écoles primaires et secondaires algériennes, c'était des frères musulmans égyptiens. Moi, je connais plein d'amis de ma génération, et plutôt de la génération de mes parents, lorsque j'ai l'occasion de les croiser en disant « tu comprends l'arabe égyptien ?» Il me dit « Ah oui, je comprends très bien, j'ai eu un prof égyptien quand j'étais en Algérie. » Et ce qui est très drôle, c'est que les premières générations de frères musulmans arrivent en Algérie dans les années 63, 64, 65. 30 ans plus tard, vous avez l'apparition du fils. Par ceux-là même qui ont été dans les mêmes écoles, nourris, biberonnés à l'idéologie des frères musulmans. Et à l'Est, exactement la même chose. Dans les pays du Golfe, à partir des années 60, c'est des pays qui deviennent indépendants et qui ont aussi besoin de cadres pour construire leur administration. Donc, Nasser exporte également à l'Est toute cette piétaille de frères musulmans dont il ne voulait absolument pas en Égypte. Et là, c'est pareil. Vous demandez à des Saoudiens de la génération de mes parents, ils vous diront tous qu'ils ont eu des profs égyptiens qui ont inoculé leur vision du monde, frères musulmans, à des générations de Saoudiens qui l'ont mélangé avec le wahhabisme. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on a l'alliance entre un cerveau islamiste qui est égyptien, parce que si on ajoute Hassan el-Banna, qui est le fondateur de la confrérie, mais aussi des gens comme Sayed Qutb, qui a été l'un des grands penseurs de l'islam radical que Nasser a fait exécuter, mais qui a laissé des écrits sur comment conquérir le monde, comment l'islam doit devenir majoritaire, etc. Le cerveau est égyptien,
les moyens sont des moyens du Golfe. Et l'alliance des deux donne la propagation de cet islamisme dans les ventres mous, dont la France actuellement. La philosophie est égyptienne, l'argent et l'argent du Golfe, principalement saoudien et qatarien. Alors maintenant, l'Arabie saoudite, on ne le dit pas non plus assez, commence à se rendre compte que le wahhabisme, qui est au départ indépendant de la pensée frère musulmane, est associé avec cette même pensée. Donc ils sont en train de se retirer de ça en disant non, non, le wahhabisme c'est une chose, les frères musulmans c'est une autre. Ils sont en train de ils se retirent d'autant plus facilement que ceux qui ont pris aujourd'hui officiellement le parrainage de la pensée frères musulmans qui déstructure les sociétés orientales mais qui déstructure aussi nos sociétés occidentales, c'est le Qatar. Le Qatar aujourd'hui est le parrain officiel de la confrérie des frères musulmans qu'il finance massivement à travers le monde. Paris Saint-Germain. Vous voyez? Donc, le Qatar accueille, par exemple, abrite des personnalités très intégristes, une philosophie intégriste de frères musulmans, comme El Qaradawi, qui est le grand télé-évangéliste islamiste, qui officie sur Al Jazeera tous les vendredis, et qui est suivi par des dizaines de millions de personnes via les chaînes satellitaires. Et d'ailleurs, le grand rêve du Qatar, c'était d'installer des gouvernements frères musulmans dans tout. C'était ça, finalement. Ce qu'on a appelé les printemps arabes, ça, c'est la version idyllique de ce qui s'est passé en 2010, 2011, 2012. La véritable version de ce qui s'est passé, et j'étais bien placé pour le savoir, parce qu'il se trouve que j'étais posté dans les pays du Proche et du Moyen-Orient entre 2008 et 2012. Donc exactement au moment où c'est passé. Donc j'étais au balcon en quelque sorte. J'ai pu voir tout ce qui se passait grandeur nature. La réalité, c'est que le Qatar voulait impérativement supplanter l'Arabie Saoudite comme puissance régionale. Et depuis que les Américains ont mis le commandement de leur flotte orientale au Qatar en la déplaçant d'Arabie Saoudite, ils se sont pris pour des demi-dieux. Ils se sont dit, bon ben voilà, maintenant on est reconnu officiellement par les Américains, et donc grâce à notre pognon, grâce à notre reconnaissance internationale, et notamment américaine, on va pouvoir dézinguer l'Arabie Saoudite et la supplanter comme puissance régionale. Sauf que le Qatar, c'est une tâche invisible à l'œil nu sur une carte du Moyen-Orient. Et donc ils se sont dit, ce qu'il nous faut, parce qu'on est un tout petit pays, et que l'Arabie Saoudite c'est quand même un mastodonte, c'est une profondeur stratégique. Mais la meilleure façon d'avoir cette profondeur stratégique, c'est de mettre des pions dans l'ensemble des pays du monde arabe, en passant par-dessus l'Arabie Saoudite. Donc l'Égypte, un pouvoir frère musulman. En Libye, un pouvoir frère musulman. Et en Algérie, si on peut, pourquoi pas. Et au Maroc, même chose. Même si le roi est là, rien n'empêche de financer des partis dont sera issu le Premier ministre, qui sera peut-être frère musulman aussi. Et donc, ils ont fait pousser des ailes aux frères musulmans. C'est pour ça que la dernière période, à partir de 2008, 2009, 2010, ça a été extrêmement dur pour les communautés chrétiennes, précisément parce que les frères musulmans étaient très puissants, notamment dans les quartiers populaires. Donc ils ont financé les frères musulmans en Égypte. Alors au départ, quand le pouvoir de Moubarak, il y a eu des manifs contre Moubarak, mais les frères musulmans, ils se sont dit attention parce que nous on est très prudents, il y a des manifs dans la rue, nous on ne s'en mêle pas, parce que si le pouvoir reprend les rênes, il va nous tomber dessus à bâton raccourci, et à bras raccourci, et il va faire marcher le rasoir national. Donc, pour l'instant, prudence. Obama prend la parole et lâche Moubarak. Ça, c'est le signal donné aux frères musulmans en disant c'est bon, la partie est gagnée, on descend massivement dans la rue. Et en descendant massivement dans la rue, Moubarak est tombé. Donc en réalité, ceux qui ont fait tomber Moubarak, c'est les Américains, et c'est le message envoyé par les Américains aux frères musulmans qui leur disait finalement faites ce que vous voulez, on n'interviendra pas. Donc l'Égypte est tombée dans l'escarcelle. La Tunisie, avec le mouvement Ennahda, même chose. Massivement financé, ils ont fait tomber d'abord Ben Ali,
Et puis ensuite, grâce à l'argent du Qatar, ils sont arrivés à la tête de la Tunisie. Le Qatar a été également très présent dans la guerre en Libye. Il a financé les opérations de la guerre en Libye. Il y avait même des militaires qatariens, des aviateurs en l'occurrence, qui ont aidé les Français et les Anglais en Libye pour renverser Kadhafi et y installer les groupuscules frères musulmans qui avaient du côté de la Cyrénaïque notamment. Et donc en fait, c'est un vaste plan qui visait finalement à islamiser l'ensemble du Moyen-Orient pour que le Qatar puisse avoir cette profondeur stratégique en contournant l'Arabie Saoudite. Sauf que ça a foiré. Ça a foiré parce que le peuple égyptien, par exemple, est un peuple qui est religieux mais qui n'est pas fondamentalement intégriste. C'est-à-dire qu'un Égyptien va se faire pousser la barbe, il va s'habiller comme le prophète, etc. Mais il a envie quand même que le soir, un petit coup de bière, c'est pas de mal, quoi. Et il n'a surtout pas envie qu'on l'emmerde avec ça. Et il n'a surtout pas envie d'un père la morale qui vienne lui dire « Attends, mais tu pries, etc. Tu t'occupes. » D'accord? Or là, ils ont senti quand même, donc il y a eu des dizaines de milliers, des millions d'Égyptiens qui sont redescendus dans la rue pour réclamer le départ de Morsi. En Tunisie, Ennahda, dégagé par les élections. En Libye, c'est toujours pas réglé. En Syrie, c'est en train d'être réglé à la défaveur des groupuscules islamistes, financés aussi par le Qatar. Et qu'est-ce qui se passe? Tous ces frères musulmans qui ont été chassés du pouvoir et chassés de leur pays, une partie, le commandement, on va dire, s'est réfugié au Qatar, et le reste est arrivé dans les pays occidentaux. Le reste est arrivé dans les pays occidentaux. Et maintenant, le Qatar, qui n'a pas dit son dernier mot, finance massivement des relais d'influence en France, en Angleterre, en Allemagne, tout ce qu'il peut financer pour essayer de gagner par Occident interposé et singulièrement par l'Europe interposée la bataille qu'il a perdue sur le terrain au Moyen-Orient. D'où la puissance des frères musulmans en France, de l'UOIF, etc. C'est parce qu'ils sont massivement financés par le Qatar, ils ont pignon sur rue, ils influencent également nos politiques, parce que c'est des électorats. Et donc le Qatar pense pouvoir ainsi récupérer, par l'entremise des communautés musulmanes établies en Occident et singulièrement en Europe, en les islamisant, en les convertissant massivement à l'idéologie de leurs protégés, c'est-à-dire des frères musulmans, ils comptent ainsi récupérer une partie de l'influence perdue sur la scène régionale moyen-orientale. Donc on a aujourd'hui, dans les pays occidentaux, une sorte de guerre déportée en quelque sorte, à laquelle il nous faut résister. Et les premiers à avoir tiré le signal d'alarme là-dessus, c'est effectivement les chrétiens d'Orient qui ont été les premiers témoins de ce qui s'est passé dans l'islam local et dans l'intégrisme progressif de leur environnement musulman que nous, aujourd'hui, plusieurs années après, nous sommes en train de connaître. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, en 2018, qui aurait cru il y a encore quelques années, que la burqa serait un thème de discussion pour savoir si on a le droit de le faire ou pas? Vous voyez? Personne. Et donc, si on ne met pas un coup d'arrêt, si la main lourde de l'État, de la République et de la France ne s'abat pas vigoureusement, tel un coup près, tel un cran d'arrêt, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas parce que c'est dans la nature de l'intégrisme musulman de continuer à progresser tant qu'il ne rencontre pas de résistance. Et sans rien respecter. Sans rien respecter. Mange, c'est ce que dit Sayed Qutb qui reprend une phrase du Coran. Mange dans la main que tu ne peux pas couper. Et une fois que tu seras suffisamment fort, arrache-la. Et donc, nous, au Rassemblement National, nous sommes effectivement
les plus conscients de ce danger. Lorsque nous appelons à lutter contre l'islamisme, nous entendons protéger notre pays contre les ravages constatés, les ravages historiques, les ravages que nous avons vus, dont nous avons été témoins de cet islamisme dans d'autres régions du monde. C'est pour ça, alors on dit, oui, vous faites une fixette sur l'islamisme. Ben oui, bien sûr qu'on fait une fixette sur l'islamisme. Il y va de notre identité, bon sang. Il y va de ce que nous sommes. Il y va de... Nous sommes finalement que le maillon d'une chaîne historique. Si nous n'arrivons pas à protéger ce maillon, cette grande chaîne historique qui s'appelle la France, cessera d'exister. Et donc nous devons être les protecteurs de ce maillon pour que nos enfants en rajoutent un maillon et que cette longue épopée nationale se poursuive. Or, aujourd'hui, effectivement, elle est menacée, et n'en déplaise à tous ceux que vous entendez, les gauchistes, etc., il y a une menace. Et elle est réelle. Alors évidemment, on ne la sent pas quand on habite le 16e arrondissement de Paris ou le 7e arrondissement de Paris. Mais rendez-vous compte que moi, qui ai conservé un certain nombre de liens en banlieue, lorsque j'étais voir un ami, il y a à peu près 6 mois, qui habite Trappes, c'est une zone où j'ai enseigné il y a une vingtaine d'années dans le lycée de Naufle-la-Plaine, il voulait descendre acheter une bouteille de rouge. On n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé. Voilà. Et donc quand on dit, ah oui, mais le grand remplacement, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais je veux dire, quand vous êtes dans un endroit en France, ce qui est supposé être une grande ville, et que vous descendez, et qu'en parcourant 2-3 km à la ronde, vous n'êtes pas capable de trouver une épicerie ou un supermarché qui vend de l'alcool, c'est bien qu'il y a un souci. Alors, ce genre de choses ne vous étonne pas si vous êtes dans un pays arabe, parce que là, vous savez à quoi vous en tenir. Mais moi, ça m'étonne que ça soit en France. Voilà. Et donc, je ne fais pas du tout, si vous voulez, le fait que je sois moi-même un chrétien d'Orient ne signifie pas que je souffre d'un syndrome minoritaire. C'est ce qu'on me dit souvent, on me dit, ouais, mais toi, tu es obsédé par ça, parce que finalement, tu es issu d'une minorité qui a probablement souffert, etc. Mais en France, on est épargné. Voilà, donc tu sors de cette espèce de syndrome, de cette espèce de névrose, etc. Bon, j'aime toujours la façon dont les gens psychiatrisent le désaccord. Indépendamment de ça, et oui, c'est à la mode, non, je ne fais pas une névrose. Je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans, j'en ai 48 aujourd'hui, ça fait 40 ans que je vis en France. Donc j'ose imaginer quand même que j'ai acquis quelques réflexes qui ne fait pas de moi l'Égyptien qui aurait vécu en Égypte pendant toute cette période, parce qu'il y a une acculturation, etc. Mais n'empêche que les dangers, les menaces, les vulnérabilités dont j'ai été le témoin existent bien, et si je ne m'en fais pas le porte-parole en disant « Attention, ce qui s'est passé peut se reproduire, on ne le voit pas aujourd'hui, mais peut-être demain, après-demain, si on ne fait rien ». Ma mère a été à l'université du Caire. À la fin des années 60. Elle me disait, l'université du Caire, en 67-68, c'était la Sorbonne. C'était des filles en mini-jupe, on servait même de la bière, à la cafette de la fac, etc. 25 ans après, c'est quasiment l'université de Téhéran. Rares sont les filles qui ne sont pas voilées, les barbes, en veux-tu, en voilà, etc. Et pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'à la fin des années 60, il y avait des congrégations gauchistes. Dans les universités égyptiennes, il y avait des communistes égyptiens. Il y avait des socialistes aussi. Et lorsque on a commencé à voir arriver une femme voilée, 2 femmes voilées, un type barbu en djellaba, on se dit, oh là là, mais c'est la liberté. Il faut laisser faire. Vous vous rendez compte? Alors quand même pas les punir parce qu'ils s'habillent comme ils veulent. Ça vous dit quelque chose? C'est la liberté de s'habiller. Oui, c'est la liberté de s'habiller. Sauf que 20 ans après, 25 ans après, la liberté de s'habiller en mini-jupe, moi je l'attends. Elle n'existe plus. Et donc, moi je me demande, si vous voulez, pour l'avoir aussi vécu, lorsque vous prenez une petite fille,
que vous lui mettez un voile quand elle a 3 ou 4 ou 5 ans, et que vous lui dites qu'elle doit se cacher parce que vous la sexualisez en disant que son corps à 5 ans peut être le fruit, en tout cas l'expression d'un désir sexuel, qu'elle peut provoquer le désir sexuel masculin, etc., que vous lui apprenez que son petit corps n'est qu'une considération libidineuse. Après, quand elle grandit et quand elle a été élevée là-dedans, dressée là-dedans, elle peut toujours à 20 ans venir vous expliquer qu'elle est voilée par liberté. Mais quelle liberté? Quand vous avez cette éducation-là, c'est plus de la liberté, c'est du conditionnement. Donc une fille qui aujourd'hui, quand elle a 20, 21 ans, vous dit « Ah oui, mais moi je m'habille comme je veux, etc. » Mais t'as été élevé comment? C'est pas de la liberté, t'as été conditionné comme ça. C'est exactement de la même façon que, je sais pas, l'islamisme, il a effectivement les mêmes ressorts que le nazisme ou qu'un totalitarisme. Est-ce qu'un type qui a été dans les jeunesses hitlériennes et qui grandit, qui devient officier, je deviens officier SS par liberté? Ben non, t'es conditionné par une dictature, on t'a bourré le mou, on t'a bourré le crâne, on t'a expliqué, etc., etc. Et effectivement, ben, une fois que tu grandis, t'as plus de liberté. Parce que ça devient un réflexe pavlovien. Voilà. Et donc, on ne peut pas venir nous expliquer qu'en raison de la liberté que nous accordons, parce que c'est la petite fille de 5 ans qui a été voilée, elle n'a pas été libre de le faire. Eh bien, moi, je veux éviter à la France de connaître la même pente, la même voie qu'un certain nombre de pays où j'ai vécu, dont je suis originaire, parce que demain se décide aujourd'hui, et que demain il sera trop tard. Voilà le message que je suis venu vous délivrer, mais je suis sûr que vous êtes tous ici convaincus, mais j'espère qu'à la lueur de ces quelques considérations que j'ai pu développer en face de vous, qui sont à la fois personnelles, et historiques et géopolitiques, j'aurai un petit peu éclairé votre horizon et j'aurai apporté un certain nombre d'exemples à des choses que vous connaissez évidemment et dont vous êtes déjà convaincus par ailleurs. Merci. Je ne vais pas passer du coq à l'âne, mais si vous avez des questions, je peux vous répondre et ensuite on passera à la deuxième partie de mon... Allez-y. J'ai une question, Georges. Donc, je m'interroge moi sur la position avec le président Sarkozy qui avait justement voulu faire l'islam de France. L'islam de France, en France, avait imposé sur l'abattage une taxe qui aujourd'hui, finalement, est pratiquement imposée sur l'abattage une taxe qui est imposée sur l'abattage d'un animal, bovin ou autre, et qui aujourd'hui, finalement, est devenu un rite, on va dire un rituel, puisqu'on dit pratiquement à l'agriculteur qu'il ne peut pas abattre sa bête, je dirais, halal, n'a pas de débouché. Et finalement, on se retrouve d'ailleurs dans des rayons de grande surface, systématiquement dans des rayons où c'est halal, halal, halal. Donc finalement, on fait presque payer à l'agriculteur cette taxe imposée, qui finalement est un financement de l'islam de France et peut-être de l'islam intégriste. Quelle est la position aujourd'hui du Rassemblement national par rapport à ça? Parce que moi, je suis inquiet de voir chaque jour des amis agriculteurs me dire, Thierry, si je vends pas ma bête en payant la taxe de l'abattage halal, on me dit qu'il n'y a pas de débouché pour ma bête. Alors, moi la position du Rassemblement national en la matière est très simple. Ce n'est pas à l'État de financer l'islam de France. Voilà. Vous savez, il y a deux conceptions de la laïcité. La première conception de la laïcité, c'est la conception, je dirais, gauchiste, qui consiste finalement à considérer que la laïcité doit en priorité s'appliquer aux résidus de christianisme, de catholicisme, et grâce à ça, on va se servir finalement de l'islam pour tenter d'extirper les dernières traces de racines chrétiennes, de catholicisme en France. C'est-à-dire on va se servir en fait de l'islam comme d'un espèce de bélier pour démolir le dernier substrat
catholique de l'identité française. D'accord? Évidemment, cette vision-là n'est pas la nôtre, et je pense que, ce faisant, ceux qui adoptent une telle vision ne sont que les idiots utiles de l'islamisme. L'islamisme, c'est un totalitarisme, il ne faut pas l'oublier. C'est exactement de la même façon quand une élite prétend instrumentaliser un totalitarisme pour parvenir à ses fins. En général, le totalitarisme finit par se retourner contre elle. Quand les capitalistes allemands ont prétendu instrumentaliser le nazisme et instrumentaliser Hitler en se disant c'est un petit caporal de rien du tout, on va l'instrumentaliser parce qu'il y a la menace du communisme, vous comprenez, donc nous on veut se protéger, bah, au final, Hitler leur a imposé sa loi. D'accord? Et là c'est pareil, et ça sera même pire. C'est-à-dire qu'en fait, le pire ennemi de l'islam, c'est même pas le catholicisme, c'est les gauchistes athées. Parce que en islam, dans le Coran, il y a quand même les religions du livre, il ne faut pas l'oublier. Alors que les athées, les apostats, sont des criminels. Donc l'alliance islamo-gauchiste, d'un point de vue théologique, est totalement délirante. Mais les deux ont intérêt à s'allier. L'islam s'appuie sur les gauchistes parce que c'est le cheval de Troie, c'est leur cheval de Troie, c'est leur bélier, et les gauchistes s'appuient sur l'islamisme parce qu'ils considèrent que c'est aussi leur cheval de Troie et leur bélier. Et le tout couvert par la laïcité. Or, il y a une deuxième lecture de la laïcité qui est la nôtre, c'est précisément user de la laïcité pour protéger notre identité et nos racines. C'est-à-dire que la laïcité interdit les financements publics des cultes, la laïcité interdit l'intrusion du religieux dans la sphère publique, et donc nous utilisons la laïcité pour se préserver de l'islamisme conquérant qui veut faire rentrer l'islam dans les écoles, qui veut faire rentrer l'islam dans la bouffe, qui veut faire, etc., qui veut qu'on le finance, qui veut des taxes sur les produits, etc. Ça, c'est notre vision de la laïcité. C'est une vision protectrice. Parce que l'islam n'est pas le catholicisme. Tout simplement. Donc il y a deux... Attention, cette notion de laïcité est à double tranchant. Les gauchistes l'utilisent et nous l'utilisons également, mais on ne l'utilise pas de la même façon. C'est le même mot, le même concept, mais utilisé de manière radicalement opposée. Et donc, moi je dis, enfin le Rassemblement national, l'État n'a pas à financer de culte. C'est la loi de 1905, pas plus le culte chrétien que le culte juif que le culte musulman. Tout le monde est logé à la même enseigne. Alors on va me dire, ah oui, mais attendez, c'est facile de dire ça quand le catholicisme, jusqu'en 1905, il a bénéficié de financement des églises partout. Ben alors on va faire quoi? Vous voulez qu'on détruise toutes les églises pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité? Oui, mais justement, mais c'est bien ce contre quoi on se bat. C'est-à-dire que notre vision des choses, il y a effectivement une sorte d'antériorité, un privilège du préalable. Ben oui, il y a eu 18-19 siècles de christianisme en France, qui a laissé des traces, qui a laissé des églises, qui a laissé des monastères, qui a laissé des abbayes, qui a laissé des crucifixes, qui a laissé des noms des saints partout. Oui, ça fait partie de une des sèves qui a irrigué cette belle fleur qui s'appelle la France. Et aujourd'hui, on ne peut pas refaire l'histoire. On ne peut pas tout raser, revenir à une sorte d'année zéro, et de dire, bon ben voilà, maintenant il y aura une église là, une mosquée là, une synagogue là, une église là. Non, c'est pas possible. Il y a un privilège du préalable, il y a une histoire, il y a un acquis. Il y a des racines. Et je constate que ceux qui font ce raisonnement sur la France, bizarrement, ils ne le font pas pour d'autres pays. Quand on va dans un pays arabe, il n'y a pas autant d'églises que de mosquées. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, mais c'est là le piège. C'est qu'on vous dit, ah oui, mais tu ne vas quand même pas comparer la France à un pays africain ou arabe. Nous sommes autre chose. Je m'attendais. La réponse que vous pouvez leur donner, c'est ah, donc t'es raciste alors. Tu es en train de dire finalement que tu as une certaine supériorité par rapport aux autres pays. Et ensuite, toi, tu me dis que moi je suis raciste. Mais c'est toi qui regardes ces pays-là de haut. Tu considères que la France doit se sacrifier parce qu'elle fait partie elle est un pays qui n'est pas comme les autres, en quelque sorte. Ben non. Et tout est comme ça, pas seulement pour l'islam, on va parler tout à l'heure de l'Europe. C'est pareil. Pendant que la France construit l'Europe, l'Allemagne construit l'Allemagne. Et pendant que la France construit à l'islam de France,
l'islam de France, lui, construit une France musulmane. Voilà. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, je veux bien qu'on soit entouré de zombies totalement amorphes qui ne voient rien. Notre rôle, avec la façon dont nous disons la réalité, c'est finalement de mettre des grosses claques verbales pour réveiller le zombie et lui dire concentre-toi sur ce qui est en train d'arriver. Voilà. Oui. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? Très bonne question. Parce que j'ai quitté le front à l'époque, parce que Philippe et Marine m'avaient expliqué en long et en large la compatibilité de l'islam avec la République. Et j'ai foutu le camp. Alors, d'abord, alors, c'est pas pour botter en touche, hein. C'est pas pour botter en touche, mais je vais vous répondre. Moi, je ne suis pas censé savoir ce qu'est l'islam. Et d'ailleurs, j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Juppé. Son seul tort, c'est d'avoir eu un avis sur l'islam alors qu'il ne le connaît pas. Mais moi, je ne suis pas censé savoir ce qu'est l'islam. Moi, je sais ce qu'est la République. Et je sais ce qu'est la France. Et donc, moi, je dis, voilà, moi, la France, c'est ça. Lui arrive et dit, mais moi, l'islam, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord? Ben non, je ne suis pas d'accord. Donc, tu restes dehors. Moi, il est de mon rôle en tant que mouvement politique de dire ce qu'est la République. Parce que tout le monde parle des valeurs de la République, mais c'est quoi les valeurs de la République? Qui les définit? C'est quoi les valeurs de la République? Tout le monde n'arrête pas de bêler ça, la valeur de la République, Mais ça veut dire quoi? C'est quoi concrètement les valeurs? Parce que si on sait ce que sont les valeurs de la République concrètement, à ce moment-là, la balle sera dans le camp des musulmans. Si je dis que les valeurs de la République, c'est une laïcité qui n'autorise pas le port de certains vêtements, qui n'autorise pas l'expression d'un certain nombre de croyances religieuses dans la sphère publique, etc., etc., moi je définis qui je suis. Parce que si je ne définis pas qui je suis, je ne peux pas demander à l'autre de se définir par rapport à moi. Or, aujourd'hui, on ne définit pas ce qu'est la France. En gros, ou plutôt si on la définit, on dit que la France est une espèce de terrain vague, un hall de gare inauguré avant-hier, où n'importe qui peut venir n'importe quand s'installer avec n'importe quel... et c'est français. Ben non. La France est quand même l'héritière d'une histoire, avec une certaine identité, une certaine culture, des croyances. Et, pour résumer le tout, le français n'aime pas qu'on l'emmerde. Donc on veut bien vous accepter parce que c'est sympa d'aller bouffer indien ou d'aller bouffer du couscous, etc. Ça c'est très bien. Il y a des côtés très ludiques, très sympathiques dans l'altérité, etc. Mais on ne peut pas accepter que vous imposiez un certain nombre de modes de vie, de croyances, etc. à la population locale. Donc la compatibilité de l'islam à la République, moi je ne suis pas théologien. C'est pas à moi d'aller farfouiller dans l'islam et dans le corpus théologique musulman pour me mettre de l'autre côté de la barrière et dire ah oui mais est-ce que moi ma religion elle est compatible avec ce que je vois là? Non, moi mon rôle c'est de me mettre de ce côté-là de la barrière et voilà ce que je suis. Donc tu rentres là-dedans si t'es comme je suis. Si tu as des différences qui me sont sympathiques, il n'y a pas de souci. Mais si tu viens m'emmerder en me disant il faut que tu t'habilles comme ça, t'as pas le droit de manger ça, t'as pas le droit de boire ça, j'occupe tes rues parce que je fais mes prières, etc., etc., moi il m'appartient de dire ce qu'est la France et ce qu'est la République. Je ne suis pas théologien. Le grand problème aujourd'hui, c'est que nos autorités ont honte de dire ce que nous sommes. Tant que nous ne disons pas ce que nous sommes, tant que nous ne définissons pas notre identité, et cette définition de l'identité, elle se fait par l'acceptation ou non de ce qui nous est imposé, tout le temps. Et si on ne le fait pas, à ce moment-là, on ne peut pas reprocher aux autres de ne pas pouvoir se définir. Si vous ne mettez pas une référence, ben les autres ne peuvent pas se définir. Et donc, ben, si vous n'êtes rien, ben on va remplir le vide. Quelles sont les causes de cette compétence? Oula. Alors,
Moi, je pense que c'est même pas une complaisance volontaire, à la limite. C'est une sorte d'abandon. C'est une politique d'abandon. C'est une politique d'abandon, c'est une politique d'abandon, d'abord par intérêt politique, il faut bien le dire, parce que c'est des clientélistes politiques, c'est autant de voix. Et ça commence déjà dans les municipalités, dans les territoires. Voilà, vous nous filez un petit terrain, un euro symbolique, pour faire une association cultuelle qui est en réalité une mosquée, mais on contourne la loi de 1905, et vous êtes sûr d'avoir tous nos suffrages, et vous êtes maire pour 30 ans. Voilà. Je n'ai pas de réponse à ma question, je voudrais juste la formuler, puis on va passer à autre chose. Vous l'avez dit vous-même, l'islam c'est l'Oumma. Ouais. C'est un pays. Quelle est la compatibilité entre l'Oumma et ma République? C'est ça ma question. Je vous ai répondu. Mais si. Il y a des choses, bien entendu, qui ne sont pas compatibles. Énormément de choses qui ne sont pas compatibles. Tout ce qui concerne la charia, c'est-à-dire le code juridique, le code politique, le code économique, tout ce qui rentre en confrontation avec des règles que nous avons déjà n'est pas compatible. Mais un musulman qui veut pratiquer sa religion chez lui, qui veut faire ses 5 prières par jour chez lui, qui veut aller à la mosquée le vendredi, qui veut faire le ramadan de manière discrète sans demander des aménagements, etc. Pas de problème. Pas de problème. Ça, c'est compatible. La version verticale de l'islam, il n'y a pas de problème. C'est une vision qui est personnelle, qui est religieuse, il n'y a pas de souci. En revanche, mais attendez, mais le concordat qu'a fait Napoléon avec les Juifs, ça procédait de la même façon. Qu'est-ce qu'il leur a dit à l'époque? Il leur a dit, tout ce qui concerne l'horizontalité de votre religion, c'est-à-dire votre code, tous les codes, le code juridique, le code familial, le code, etc., c'est-à-dire des règles que la République définit déjà, ne peuvent pas être en concurrence avec des règles définies par votre communauté. Donc si vous abandonnez les règles définies par votre communauté qui rentrent en confrontation avec nos règles nationales, vous serez citoyen à part entière. C'est ça les termes du concordat. Il faut faire la même chose avec les musulmans. Pardon? Mais si, non, c'est pas une responsabilité. De leur système religieux. Non, pas tous les musulmans. Pas tous les musulmans. Vous savez, moi j'ai discuté avec des autorités religieuses musulmanes, y compris les Saoudiens, hein, qui me disent vous avez parfaitement raison d'imposer aux Français musulmans vos propres règles, et les Français musulmans doivent s'adapter aux règles que vous leur imposez. Donc le problème, il est bien là, c'est qu'on leur impose rien. D'ailleurs, ils avaient refusé... On leur impose rien. Vous avez depuis 40 ans en France une terre brûlée identitaire qui est organisée par nos élites, visant à effacer totalement toute trace d'identité française du vide. Des particularismes s'introduisent dans ce vide pour y pousser. Point. D'ailleurs, ils avaient refusé les lois violettes qui leur avaient été proposées, ainsi qu'aux Juifs d'Afrique du Nord, qui, eux, effectivement, comme pour le concordat, ils avaient accepté. Voilà. Et eux, les musulmans, l'avaient refusé. Donc nous, la République française n'a pas de problème avec les religions, au sens de spiritualité pratiquée dans la sphère privée. Nous avons un problème avec les religions qui tendent à imposer des pratiques, des valeurs, des normes, des règles qui viennent en concurrence et souvent, il faut bien le dire, en incompatibilité avec nos propres corpus en la matière. C'est ça l'incompatibilité. Je suis d'accord, hein. C'est pas ce qu'il est. Du coup, je vais peut-être la question d'Alain un peu plus loin. Imaginons que demain, l'islam de France abandonne tout son corpus social, de règles, et ne garde que cette composante religieuse qui s'exprime à la faveur de la sphère privée. Imaginez que demain, par son processus démographique galopant, cet islam devienne finalement la majorité française. La France a-t-elle encore la France? C'est-à-dire que alors le problème, c'est que là, tu touches à une question qui est la question migratoire. Et je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, mais c'est vrai que nous, on n'impose rien à personne. Nous, il nous appartient de définir notre identité, de remettre notre identité, nos racines, notre histoire et notre culture au centre de ce que nous sommes. À partir de là, vous allez avoir deux catégories de personnes.
Et suivez-moi bien. Première catégorie de personnes, musulmans ou pas d'ailleurs, vous dire, bah, génial, c'est exactement, regarde ce qui se passe en Italie. Nous attendions ça depuis tellement longtemps. Et vous aurez, je vous l'assure, des musulmans qui vont vous dire, bienvenue, nous vous attendions. Et puis vous allez avoir évidemment des gens qui vont refuser ce que vous êtes. Une fois que vous serez redevenus ce que vous êtes, une fois que nous serons redevenus ce que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. Vous allez avoir des gens qui vont dire, ah ben non, moi l'égalité homme-femme, non. Le droit des minorités, non. Le droit des homosexuels, non. Le droit de boire de l'alcool, non. Ben, très bien. À ce moment-là, tirez-en les conséquences. Nous, on ne changera pas. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Si vous n'êtes pas content, personne ne vous oblige à rester en France. C'est ce que j'ai dit un jour sur un plateau de télé. Si vous voulez vous habiller comme là-bas, vivre comme là-bas, vous appeler comme là-bas, parler comme là-bas, croire comme là-bas, ben restez là-bas ou allez-y. Hein? Personne n'oblige personne à rester en France. Vous n'êtes pas obligé de rester en France. Hein. En général, les gens viennent en France. Pourquoi je suis venu en France? Enfin, mes parents ont été appelés par la France, parce qu'en réalité, c'est un jury de chimistes français qui l'a fait venir. Mais j'ai fait le choix de rester en France et j'ai pris l'initiative d'acquérir la naturalisation, d'acquérir la nationalité française, mais sur la base d'une trajectoire. Ce n'était pas simplement en papier. C'est parce que je suis vraiment littéralement tombé amoureux de la France, parce que j'ai découvert l'histoire de France, j'ai découvert la philosophie, j'ai découvert la littérature, j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert la musique. Et donc, c'est par amour que j'ai demandé à faire partie de cette communauté nationale française. Tout ça, Et donc, pour finir ensemble. ce que je disais à un journaliste récemment qui me disait, mais un journaliste me disait récemment, mais attendez, entre nous, depuis que vous êtes au Rassemblement National, vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez jamais eu la moindre remarque raciste. Alors, moi je lui ai dit, écoutez, au risque de vous décevoir, jamais personne, et je l'ai répété, jamais personne au Front National et au Rassemblement National ne m'a parlé de mes origines. Ceux qui me parlent de mes origines en permanence et qui me renvoient à mes origines en permanence, c'est sur les plateaux télé, ce sont les gauchistes. Quand vous avez un type, mais c'est quand même délicieux, quand vous avez un type sur un plateau télé qui dit, mais attendez, vous appelez pas Jean. C'est quoi votre prénom d'origine? Attendez, c'est moi le raciste après? Alors, j'avais une question plus tard. Quel est le poids aujourd'hui de la finance islamique à travers le monde et c'est très important ça. Parce qu'aujourd'hui, on en entend parler dans les milieux sportifs, l'infiltration par les associations de l'islam. Et moi, ça m'affole. Quand on voit les millions d'euros qui se trament dans les clubs de football et tout ça, je m'inquiète parce qu'aujourd'hui, il y a la croyance, il y a des convictions, mais il y a ce putain de pognon. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que, effectivement, la question du financement est une question primordiale. C'est-à-dire que ce qui donne des ailes à cette pensée intégriste et qui lui fait donner pignon sur rue dans pas mal de pays, c'est évidemment les centaines de millions d'euros, de dollars qui sont déversés derrière. Qui viennent alors. C'est ça. Le truc, c'est que ça, c'est très important. Ce que je vais vous dire est très important. Et là encore, nos élites sont un peu victimes d'ethnocentrisme en la matière. C'est-à-dire, en fait, ils croient que l'organisation administrative, politique est la même partout qu'en France. Donc quand ils vont voir le Qatar et que le Qatar dit, écoutez, nous, on n'a absolument aucun financement officiel de quelque congrégation intégriste ou terroriste que ce soit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire officiel? C'est-à-dire que l'État ne finance pas. Et ils ont raison. L'État qatarien, le budget de l'État qatarien ne laisse apparaître aucune ligne comptable. Mais le problème, c'est que l'émir, qui est à la fois le chef de l'État, c'est aussi une grande fortune qui a ses affaires par ailleurs. Et donc, vous avez peut-être du mal, messieurs, à le faire, mais les deux poches communiquent. C'est-à-dire qu'il y a la poche de l'État d'un côté et la poche privée de l'autre. Alors, aux Occidentaux, on dit, hop, voyez, il n'y a rien. On finance pas. Regardez la poche de l'État, là, il n'y a rien, c'est vide. Hein. Et tel Gérard Majax, de l'autre côté, dans la poche privée, par le biais de la zakat, c'est-à-dire de l'aumône
etc., par le biais